Et Bruno Retailleau en a porté des discours. Quand Bruno Retailleau dit à la tribune d'un meeting « abat le voile », il ne dit pas « je veux lutter contre l'extrémisme ou le fanatisme ». Il dit « abat le voile ». Il donne la possibilité, l'autorisation à ceux qui aujourd'hui sont islamophobes de s'attaquer à des femmes qui portent le voile. On va tuer Aboubacar Cissé dans une mosquée. C'était il y a quelques semaines, hein, Karim Zeribi. Il y a quelques semaines, on va tuer Aboubacar Cissé dans une mosquée, alors qu'il prie tranquillement. On va le poignarder sauvagement de 40 et quelques coups de couteau. On va tuer Hicham Miraoui, donc tunisien, parce qu'il est d'origine tunisienne. Parce qu'il ressemble, son physique, son faciès, à un Français d'origine maghrébine. Et qu'on suppose derrière qu'il est musulman, Christophe B, qui pose problème à la société. Notre société est malade. Notre société française va mal, très mal. Malade. On a une forme de haine qui s'est emparée de certains. Cette haine, elle était, je dirais, intériorisée par le passé. Imaginons, Adil Farkan, que la diaspora... Parce que c'est à la mode en ce moment. Imaginons, Adil Farkan, je vais faire un peu de fiction. Imaginons, Adil Farkan, que la diaspora marocaine, tunisienne, algérienne, africaine subsaharienne, allez, je vais rajouter les Turcs, donc, parce qu'ils partagent avec nous souvent la religion musulmane. Ils sont majoritairement musulmans. Imaginons que ces diasporas s'organisent. On va les taxer de communautaristes, et on va indiquer qu'ils représentent peut-être un danger pour le pays, pour les valeurs de la France. Alors que d'autres communautés s'organisent, que d'autres communautés revendiquent leurs différences, que d'autres communautés apportent même, parfois, lorsqu'elles font des soirées, des galas, un soutien à un pays qui commet aujourd'hui un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et là, personne ne dit rien. Parce que quand la directrice générale de l'Institut Pasteur est française d'origine algérienne, là, on ne va pas dire qu'elle est d'origine algérienne. Quand la directrice générale de Peugeot Europe est française d'origine algérienne, on ne va pas dire qu'elle est d'origine algérienne. Quand vous avez quelqu'un qui est au plus haut sommet de l'industrie française, de la médecine française, de la recherche française, et d'origine marocaine, tunisienne, algérienne, on ne dira pas qu'ils sont d'origine marocaine, tunisienne. On dira qu'ils sont français. Pourquoi quand ça marche, on dit ils sont français, et quand il y a des problèmes, on dit ils sont français d'origine. Soit on est français, soit on ne l'est pas. S'il y a Yannick Noah qui disait, souvenez-vous, on disait toujours que j'étais camerounais. Lorsque j'ai gagné Roland Garros, on a oublié mes origines camerounaises. On disait qu'Yannick Noah était français. Quand tu gagnes, tu es français. Et quand tu es dans la société, que tu n'es pas au sommet, ou que tu as un problème, ou que tu as un accident de la vie, on va te ramener à tes origines. Découvrez cette interview bouleversante de Karim Zeribi qui dénonce sans filtre une France malade de ses contradictions. Quand Bruno Retailleau brandit le slogan « abat le voile », il ne combat pas l'extrémisme, il ouvre la porte à la haine. Un discours qui résonne tragiquement après l'assassinat sauvage d'Aboubacar Cissé dans une mosquée et de Hicham Miraoui, tué pour son faciès supposé musulman. Zeribi dénonce une société où la haine s'extériorise, où l'on stigmatise les diasporas maghrébines, africaines ou turques dès qu'elles s'organisent, mais où l'on ignore les crimes de guerre des alliés occidentaux. Et si la France appliquait enfin un principe simple, être français, c'est être français ? Que ce soit Yannick Noah, la DG de l'Institut Pasteur ou les dirigeants industriels d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne, pourquoi leurs racines ne sont-elles évoquées qu'en cas de problème? Une réflexion percutante sur l'hypocrisie nationale, les violences aveugles et le besoin urgent de réconcilier identité et intégration. Une vidéo à commenter et à partager pour comprendre les fractures profondes de notre temps. Hicham, c'est le jeune coiffeur. Il n'a rien demandé, il est originaire de la Tunisie. Il n'a rien demandé également parce qu'il est tombé sur un crime raciste, un crime anti-musulman, un crime, certainement, l'enquête le déterminera, islamophobe. Bref, toujours est-il, j'étais un peu surpris que Bruno Retailleau dise, il dénonce un crime raciste, une violence inqualifiable. Vous pouvez dire son nom de famille à Hicham? Alors Hicham, je vais retrouver son nom de famille, vous avez raison, il faut que je retrouve Miraoui. C'est important. Hicham Miraoui. On a tendance, lorsqu'on parle des Français d'origine maghrébine ou africaine, à ne parler que des prénoms. Comme si nous n'avions pas de nom. On parle de Mohamed, de Mamadou, vous avez raison, de Fatima, de Adil, de Karim. Mais on a des noms de famille. Vous avez raison. Comme les autres. Alors que lorsqu'il y a des faits divers ou des drames touchant d'autres Français, d'autres origines, on ne dit pas Michel tout simplement, on ne dit pas Véronique. On dit le nom et le prénom. Donc Hicham Miraoui. Tunisien d'origine. Oui. Coiffeur, qui n'a rien demandé à personne, profondément
respecté, aimé de son environnement, sans distinction d'origine, et qui a subi un crime raciste qui s'apparente à un attentat, parce que c'est une idéologie nauséabonde, décomplexée, anti-arabe, anti-musulman derrière, qui a guidé ce meurtre commis par un militant d'extrême droite, disons les choses. Et ce militant d'extrême droite qui s'est emparé du drapeau français pour dire qu'il avait commis ce crime horrible, barbare, au nom du drapeau français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où nous en sommes dans notre pays, avec la banalisation de la parole raciste décomplexée. Aujourd'hui, on a le sentiment que ça n'est plus grave d'avoir, je dirais, des interprétations, des analyses anti-arabes, islamophobes, tout passe. Des éditorialistes dans les médias, des journalistes, des femmes et des hommes politiques, à la télé, à des heures de grande écoute, font des allusions, ciblent, amalgament, essentialisent, en faisant passer tous les Français d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne pour des délinquants, pour des voyous, pour des gens qui n'aiment pas la France, pour des feignants, pour des gens qui coûtent à la France mais qui ne rapportent jamais rien au nom de la communauté nationale, ou bien qui stigmatisent en permanence la communauté musulmane en expliquant que cette communauté est incompatible avec les principes de laïcité et les valeurs de la République. À force de répéter, Adil Farkan, à force de rabâcher et de conditionner les esprits avec un discours d'extrême droite, nauséabond, de rejet de l'immigré, du musulman, du français d'origine maghrébine ou africaine, vous avez des gens qui passent à l'acte. Vous avez des gens qui estiment, en gros, que nous ne pouvons pas faire France ensemble. Et que la France ne pourra pas vivre de sa diversité, qui représente en réalité un atout, une force, mais qui, par des discours portés au plus haut niveau de la vie politique, et Bruno Retailleau en a porté des discours. Quand Bruno Retailleau dit à la tribune d'un meeting « abat le voile », il ne dit pas « je veux lutter contre l'extrémisme ou le fanatisme ». Il dit « abat le voile ». Il donne la possibilité, l'autorisation à ceux qui aujourd'hui sont islamophobes de s'attaquer à des femmes qui portent le voile. Puisque le ministre de l'Intérieur lui-même dit « abat le voile ». Lorsque vous avez des raccourcis qui sont faits entre islamisme et islam, entre musulmans et potentiels extrémistes ou terroristes, vous avez des gens dans la société française qui estiment que la présence musulmane est un problème. Et comme elle est un problème, elle met en danger la France, son histoire, ses valeurs. Il faut mettre à mal les musulmans dans ce pays. Et mettre à mal les musulmans, pour certains, c'est passer à l'acte. Parce qu'il y a des esprits qui sont fragiles, des gens qui ont des comportements criminels, barbares, et qui commettent des attentats. Alors Karim Zeribi, il le dit d'ailleurs, vous savez qu'il a tenu des propos ouvertement, hein, c'est très clair, hein, sur ses réseaux sociaux, il a tenu un discours xénophobe, raciste, mais surtout, moi ce qui m'interpelle, Karim Zeribi, c'est qu'il dit, il appelle ouvertement à la violence contre les personnes d'origine maghrébine. C'est exactement ce que je dis. C'est marqué clair, noir sur blanc. C'est exactement ce que je dis. Il y a la banalisation aujourd'hui d'un discours de violence, de haine face aux Français d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne. Donc il y a un climat. C'est plus qu'un climat, puisqu'on passe à l'acte. Un climat, c'est une atmosphère, c'est un sentiment. On n'est plus sur l'atmosphère ou le sentiment, là. On est sur le passage à l'acte. On va tuer Aboubacar Cissé dans une mosquée. C'était il y a quelques semaines, hein, Karim Zeribi. Il y a quelques semaines, on va tuer Aboubacar Cissé dans une mosquée, alors qu'il prie tranquillement. On va le poignarder sauvagement de 40 et quelques coups de couteau. On va tuer Hicham Miraoui, donc tunisien, parce qu'il est d'origine tunisienne. Parce qu'il ressemble, son physique, son faciès, à un Français d'origine maghrébine. Et qu'on suppose derrière qu'il est musulman, Christophe B, qui pose problème à la société. Notre société est malade. Notre société française va mal, très mal. Malade. On a une forme de haine qui s'est emparée de certains. Cette haine, elle était, je dirais, intériorisée par le passé. Par le passé, souvenez-vous, nous, on fait partie d'une génération où on peut témoigner de ça. Un mot ou une parole raciste était tout de suite condamné et condamnable. Aujourd'hui, un mot ou une parole raciste est banalisé. Vous avez raison. Et c'est ça le drame de la société française. Le drame de la société française, c'est que la parole raciste est banalisée. La parole islamophobe est banalisée. À l'époque de Chirac, ça ne passait pas. Moi, je me souviens encore de ça. Elle est décomplexée. Mais il y a quelques années,
On ne pouvait pas accepter ça dans la société française. Tout le monde se levait, de la gauche en passant par le centre jusqu'à la droite républicaine. Il n'y avait que l'extrême droite qui était marginalisée, montrée du doigt. Aujourd'hui, l'extrême droite et les discours racistes, islamophobes ont déteint. Il y avait en plus à l'époque des discours antisémites. L'extrême droite française a mis de côté son antisémitisme pour se consacrer essentiellement, uniquement à l'islamophobie et à la haine des musulmans et des immigrés. Et tout cela a déteint sur une droite que l'on qualifiait de républicaine, et je dirais même dans les autres partis politiques avec une parole qui se libère, qui est décomplexée, qui est raciste. C'est parfois sous le sceau de l'humour, mais c'est dit. Parfois c'est, je dirais, dit avec méchanceté, avec rage, avec haine. Mais on n'entendait pas ça il y a quelques décennies. On doit marquer une pause, Karim Zeribi. Aujourd'hui, avant la pause, aujourd'hui, je veux vous dire que notre pays va mal. Il est malade de l'intérieur. S'il est malade, est-ce que vous êtes inquiet? Parce que la classe politico-médiatique aujourd'hui a libéré une parole raciste et islamophobe décomplexée. Il faut mettre fin à cela. Karim Zeribi, avant juste la pause, vous avez dit deux mots, moi, qui m'ont, sur lesquels j'aimerais m'attarder. Vous avez dit la France, elle est malade. Notre France, elle est malade. Oui. Elle est malade. Vous avez parlé de haine qui s'installe, ça y est. Et tout simplement, mais ça m'oblige à vous poser la question. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? D'abord, Adil Farkan, quand on veut régler un problème, on fait un bon diagnostic. Le diagnostic aujourd'hui, c'est qu'il y a une parole raciste, islamophobe qui est décomplexée dans notre pays. Oui. Une fois qu'on est d'accord avec ça, mais il faut être d'accord avec ça. Quand vous écoutez certains personnels politiques, des femmes ou des hommes politiques de notre pays, quand vous les écoutez, et quand ils parlent, ils prennent la parole de manière publique, dans les médias, à la tribune de meeting, avec des relents racistes et islamophobes, de manière totalement décomplexée, sans aucune hésitation, c'est qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Alors la première des choses, Adil Farkan, c'est que nous devons, je dis nous, parce que quelque part c'est des gens comme vous, comme moi, comme ceux qui nous écoutent aussi pour certains d'entre eux, car il n'y a pas que des Français d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne qui écoutent Beurre FM, bien évidemment. Je confirme. Mais malgré tout, c'est une radio qui prend la défense de ceux qui sont pointés du doigt, amalgamés régulièrement dans la société française de manière injuste. Et moi je vous le dis, il y a certaines communautés qu'on n'attaque pas dans notre pays. Parce qu'on sait qu'elles se défendront. Qu'elles se défendront sur le terrain juridique, dans les tribunaux, en saisissant la justice, en portant plainte pour diffamation, pour insulte raciale, donc pour haine. Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous avons une population française d'origine maghrébine, d'origine africaine subsaharienne, de confession musulmane pour beaucoup d'entre elles, qui se fait lyncher, humilier, insultés dans les médias, insultés par des femmes et des hommes politiques, parce qu'ils savent, Adil Farkan, que nous ne réagirons pas, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'avocat saisi pour attaquer en justice. Donc la première des choses, quand on veut se faire respecter dans un état de droit, dans une démocratie, on n'accepte pas de se faire insulter, on n'accepte pas de se faire diffamer, on n'accepte pas d'être amalgamé donc à l'extrémisme, au fanatisme, à la délinquance, à des groupes qui poseraient problème dans la société française. Pourquoi ? Parce que les musulmans de notre pays, pour leur immense majorité, respectent la République et les principes de laïcité. Et cette immense majorité doit refuser les amalgames de Retailleau, Wauquiez, Ciotti, Bardella, Le Pen, cette extrême droite, cette droite extrême, qui fera alliance en 2027. Parce qu'ils pensent la même chose. Oui, vous avez raison. Ils pensent la même chose. Ouais. Et la réalité, c'est que s'il n'y a pas une mobilisation de ces Français qui se font pointer du doigt, qui sont amalgamés, on continuera de leur marcher dessus. On continuera de les insulter. On continuera de les amalgamer, de les essentialiser. Les essentialiser, c'est quand on pointe un problème et quand on explique que ce problème, il concerne tout un groupe. Quand vous dites il y a de l'extrémisme dans la religion, oui, bien sûr. Mais quand on dit il y a de l'extrémisme dans toutes les religions, c'est pas la même chose. Or, on veut laisser entendre dans notre pays que l'extrémisme ne concernerait qu'une seule religion, l'islam. Et qu'il n'y aurait que les musulmans, potentiellement, qui pourraient verser dans l'extrémisme. Or, on sait très bien que dans toutes les religions, il y a un risque de fanatisme. Il y a des groupuscules extrémistes. Mais que l'immense majorité des croyants, qu'ils soient catholiques, juifs ou musulmans, sont des gens pacifiques, sont des gens respectueux des règles. Mais qui le dit aujourd'hui dans la vie politique? Qui va refuser les amalgames? Qui va refuser les raccourcis? Si nous ne combattons pas sur le terrain juridique, judiciaire, ces insultes qui ne sont pas acceptables. La première des choses, c'est qu'il faut porter plainte. Il faut refuser d'être pointé du doigt, amalgamé, insulté, humilié,
toute la journée dans les médias ou par la classe Donc politique. portez plainte. Le deuxième sujet, c'est que nous devons faire Portez émerger plainte. des figures françaises, parce qu'il y en a par millions dans notre pays. On ne parle que des gens qui posent problème. Dans les banlieues, on ne parle que des casseurs. On ne parle jamais de ceux qui réussissent. Ils sont 10 fois plus nombreux, 100 fois plus nombreux, 1000 fois plus nombreux. On ne parle jamais de cela. Ils sont fonctionnaires de police, infirmières, médecins, avocats, chefs d'entreprise, cadres de haut niveau. Ils sont brillants, ces Français issus de l'immigration maghrébino-africaine. Jamais on ne les met en avant. Jamais on ne démontre que, finalement, par des parcours brillants, faits d'abnégation, de travail, il y a des femmes et des hommes remarquables dans notre pays, qui ont notre visage. Non, notre visage, on veut l'amalgamer en permanence à la délinquance, au fanatisme, à l'anti-France. Mais ça suffit. Il y en a assez à un moment donné. Et si on ne se lève pas, par millions, parce que nous sommes des millions dans ce pays, à dire, mais la France, c'est notre pays. Et si nous sommes aujourd'hui français, et vous ne devez pas nous pointer comme des étrangers ou des ennemis de la France, nous voulons vous dire que nous sommes français, mais que nous sommes aussi fiers de nos origines. Et que nous apportons à la France, nous apportons à ce pays qui nous a vu naître, grandir, même parfois dans des conditions difficiles, les quartiers, les banlieues. Certains de notre génération à tous les deux sont nés dans les bidonvilles. Ils ont fait des parcours remarquables, brillantissimes. Ils sont aujourd'hui médecins, avocats. On peut être fiers de cela. Pourquoi on ne les met pas en avant dans les médias? Pourquoi on ne montre pas aux Français d'horizons différents, aux gamins? Regardez ces Français-là. Ils méritent d'être reconnus. Non, on préfère parler des trains qui arrivent en retard plutôt que des trains qui arrivent à l'heure et qui sont hyper majoritaire. Donc on doit d'une part être sur le terrain du combat judiciaire, refuser l'insulte, l'amalgame, l'humiliation, donc l'essentialisation, et de l'autre côté tout faire pour qu'il y ait des figures qui apparaissent dans les médias, dans la vie politique, deviennent aussi les héros de cette France. On a le sentiment qu'on ne peut pas être les héros de cette France. Et jusqu'à peu, même dans le cinéma, quand vous aviez des gens qui avaient des rôles importants, des rôles, je dirais, de premier plan, c'était souvent des voyous, c'était souvent des délinquants, c'était rarement le héros, je dirais, qui dégage des valeurs positives, qui dégage une histoire positive, qui donne envie qu'on lui ressemble. Les Américains ont réussi à le faire avec les Afro-Américains. Parce que les Afro-Américains se sont battus, se sont structurés, se sont organisés à un moment donné. Ils ont un poids économique, ils ont un poids médiatique et ils ont un poids politique aujourd'hui, les Afro-Américains. Exact. Nous, aujourd'hui, en France, en tant que Français, et on le dit souvent, on est fiers d'être Français, on est fiers de nos origines. Le poids économique, il existe, mais il est complètement désordonné. On a l'impression qu'on coûte à la France, mais qu'on ne ramène rien. Alors que c'est totalement faux. On rapporte beaucoup à la France. Et si les gens qui nous ressemblent s'arrêtent de travailler, l'économie française s'arrête. On apporte beaucoup sur le plan politique. Parce que nous avons aujourd'hui des femmes et des hommes qui s'engagent, mais qui ne sont jamais mis au devant de la scène. Ce sont des gens qui sont derrière, qui sont des assistants, qui sont des conseillers, qui sont des militants. On leur demande souvent d'aller tracter, coller des affiches. Rarement à être sur l'affiche, en haut de l'affiche. Donc ça aussi, il faut que ça change. Et puis enfin, on a des gens qui pourraient être dans les médias. Mais on est très minoritaire dans les médias. Moi, quand on me dit dans la rue, Karim Zeribi, bravo, vous nous représentez, ça me fait plaisir, il faut le dire. Mais c'est pas normal. Je ne devrais pas me retrouver isolé dans les médias. Il devrait y avoir des Karim Zeribi, des femmes, des hommes, donc encore une fois, avec nos patronymes, avec nos histoires et nos origines dans les médias. Mais non, quand on fait venir des gens de nos origines dans les médias, c'est pour taper sur les musulmans. C'est pour cracher sur les gens des banlieues. C'est pour expliquer effectivement que chez nous, ça marche pas. Que les gens n'aiment pas la France. Et moi, je m'insurge en faux. Et j'en ai assez de cette facilité, de ce raccourci, donc qui laisse entendre effectivement que nous serions une minorité à respecter les règles, à être en phase avec les valeurs de la France, à respecter la France, à aimer la France, que nous serions vraiment une minorité et que la majorité, elle pose problème. Il faut la pointer du doigt. Non, c'est pas vrai, messieurs. C'est le contraire qui est vrai. L'immense majorité ne pose pas de problème. L'immense majorité est utile à la France. On ne le dit pas assez, Adil Farkan. Et c'est sur Beurre FM qu'on peut le dire et prendre le temps de le dire. Et c'est grave.
C'est grave qu'il faille être sur une radio qui s'appelle Beurre FM pour pouvoir dire ce que je suis en train de dire là. On devrait pouvoir le dire sur BFM, CNews, LCI, TF1, France 2, France Inter, Europe 1, RTL, RMC. Partout. On ne devrait pas douter de ça en France. Or aujourd'hui, si la parole raciste, xénophobe, islamophobe s'est décomplexée, c'est parce que sur tous les médias que je viens d'évoquer, nous laisse entendre plutôt que nous représentons les trains qui arrivent en retard et pas ceux qui arrivent à l'heure. C'est faux. Karim C'est Zeribi. archi faux, et il faut le dire. Vous avez raison, Karim Zeribi. Je peux me permettre une boutade ? Bien sûr. La boutade est toute simple, c'est que vous appelez de tous vos vœux une organisation de chacun, faire monter, émerger justement ces figures-là. Mais est-ce qu'ils risquent pas d'être taxés justement de fréristes, d'entrisme? C'est très à la mode en ce moment. Oui, parce que, encore une fois, Alors, si nous... je me permets ça. Non, mais... Pardonnez-moi, c'est pour ça que je parlais de boutade. Imaginons, Adil Farkan, que la diaspora... Parce que c'est à la mode en ce moment. Imaginons, Adil Farkan, je vais faire un peu de fiction. Imaginons, Adil Farkan, que la diaspora marocaine, tunisienne, algérienne, africaine subsaharienne, allez, je vais rajouter les Turcs, donc parce qu'ils partagent avec nous souvent la religion musulmane. Ils sont majoritairement musulmans. Imaginons que ces diasporas s'organisent. On va les taxer de communautaristes et on va indiquer qu'ils représentent peut-être un danger pour le pays, pour les valeurs de la France. C'est pour ça Alors que d'autres communautés s'organisent, que d'autres communautés revendiquent leurs différences, que d'autres communautés apportent même, parfois, lorsqu'elles font des soirées, des galas, un soutien à un pays qui commet aujourd'hui un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et là, personne ne dit rien. On ne les traitera jamais de communautaristes. Je le dis tranquillement parce que moi-même, le premier, je l'ai dit à Sainte-Antenne et je le dis tout le temps, moi je ne fais pas la confusion entre Netanyahou, le criminel et son gouvernement, et les juifs du monde et les juifs de France. Je ne fais pas la confusion. Je ne fais pas la confusion. Donc moi, comme vous, comme d'autres qui nous écoutent, on a des amis de confession juive avec lesquels on a grandi, avec lesquels on s'entend très bien et avec lesquels on ressent une dimension de fraternité. Mais pour autant, est-ce que on a le droit de dire que dans notre pays, quand la communauté juive s'organise, on ne la taxera jamais de communautariste. Quand la communauté maghrébine s'organise, on va la taxer immédiatement de communautarisme. On a le droit de le dire, ça. Sans être traité d'antisémite ou de je ne sais trop quoi. Parce que je viens de le dire. Moi, je peux être en fraternité avec des juifs qui partagent mes valeurs, comme eux peuvent être en fraternité avec des Français d'origine maghrébine, africaine, qui partagent des valeurs. Mais si on fait une analyse un peu avec recul, quand tu as le CRIF, quand tu as des organisations de la diaspora juive qui s'organisent et qui se rassemblent, mais c'est très bien, hein. Moi je dis c'est très bien, ils ont raison de s'organiser, ils ont raison, ils prônent la République et ils prônent aussi leurs origines, leur attachement donc à leurs racines, au judaïsme, c'est très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais qu'on nous laisse pouvoir faire la même chose, qu'on nous autorise à pouvoir faire la même chose et qu'on ne nous pointe pas du doigt immédiatement si nous le faisons. Moi je ne demande juste une chose. Là c'est notre pays, l'entrisme et le frérisme. Je ne demande qu'une seule chose, Adil Farkan, que dans notre pays, dans notre grand pays, la France, nous arrêtions cette analyse, ces traitements à géométrie variable. Qu'on arrête d'interdire à une communauté ce qu'on autorise à une autre. Et c'est pareil quand je dis le mot communauté. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Mais Karim Zeribi, pourquoi vous parlez de communauté ?» En France, il n'y a pas de communauté, il n'y a qu'une communauté nationale. Bien sûr qu'il y a une communauté nationale. Mais au sein de cette communauté nationale, il y a des Français d'origines différentes qui ont le droit à un moment donné de se retrouver parce qu'ils partagent une culture, des traditions, des racines en commun. Encore une fois, les Juifs le font, grand bien leur face, et c'est très bien. Moi, encore une fois, je ne souhaite pas, effectivement, que nous mettions à mal ou que nous critiquions ce qu'ils font. Je demande juste qu'on nous laisse la possibilité de le faire, si nous souhaitons le faire, si nous sommes capables de le faire, si nous avons envie de le faire. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, la France, si nous ne nous organisons pas, en disant que nous aimons la France, que c'est notre pays, qu'on n'a aucun problème, et que nous n'avons aucun sentiment d'anti-France, nous voulons continuer d'être utiles au pays, de le servir, comme nous le faisons depuis des décennies, nous, les générations passées, celles qui vont arriver. Mais nous avons aussi envie de dire que nous sommes Français, d'origine maghrébine, d'origine africaine, que nous sommes pour certains d'entre nous musulmans, et que nous n'acceptons pas d'être traînés dans la boue, insultés, humiliés, en permanence, et confondu avec des gens qui n'aiment pas la France, des gens qui voudraient importer je ne sais quelles règles qui seraient anti-républicaines, et que nous ferions entorse à la laïcité tous les jours. Jamais ce que je viens de dire n'est fait
par l'immense majorité des musulmans. Donc, nous n'avons pas à l'accepter. Il faut le dire, et il faut demander un traitement égal, parce qu'en République, la République doit accorder la même attention à l'égard de tous ses enfants, de tous les citoyens, de toutes les citoyennes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un défi politique que nous devons relever, sociétal que nous devons relever, médiatique que nous devons relever. C'est de dire à ceux qui veulent nous gouverner, arrêtez les différences. Sociétal. Arrêtez les différences entre les Français. Arrêtez de trier les Français sous le sceau de leurs origines. Arrêtez de commenter un fait divers de manière différente quand c'est Julien, quand c'est Justin ou quand c'est Mohamed ou Mamadou. Arrêtez, s'il vous plaît, de donner sans arrêt l'origine de Mohamed ou de Mamadou quand il est délinquant et d'éviter de dire que Justin ou Julien peut-être est d'origine italienne, espagnole, portugaise. Nous, on ne veut pas faire de différence entre les uns et les autres. Soit on est français et on dit un Français a commis un acte dramatique. Point barre. Et on s'arrête avec ça. Et parce que c'est insupportable de mettre les gens dans les cases, de les enfermer, toujours à leurs origines, surtout Adil Farkan lorsque c'est négatif. Parce que quand la directrice générale de l'Institut Pasteur est française d'origine algérienne, là on ne va pas dire qu'elle est d'origine algérienne. Quand la directrice générale de Peugeot Europe est française d'origine algérienne, on ne va pas dire qu'elle est d'origine algérienne. Quand vous avez quelqu'un qui est au plus haut sommet de l'industrie française, de la médecine française, de la recherche française, il est d'origine marocaine, tunisienne, algérienne, on ne dira pas qu'ils sont d'origine marocaine, tunisienne, on dira ils sont français. Pourquoi quand ça marche, on dit ils sont français, et quand il y a des problèmes, on dit ils sont français d'origine. Soit on est français, soit on ne l'est pas. S'il y a Yannick Noah qui disait, souvenez-vous, on disait toujours que j'étais camerounais. Lorsque j'ai gagné Roland Garros, on a oublié mes origines camerounaises. On disait qu'Yannick Noah était français. Quand tu gagnes, tu es français. Et quand tu es dans la société, que tu n'es pas au sommet, ou que tu as un problème, ou que tu as un accident de la vie, on va te ramener à tes origines. Stop.